Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du dimanche 15 mars 2020, 4h59, heure du Québec. Heureux de vous retrouver tous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi. Dans le monde, il y a des milliers et des milliers de disparitions par année. Et il y a beaucoup de disparitions qui sont jamais résolues pour différentes raisons, hein. Et certaines de ces disparitions-là, mystérieuses, surviennent dans les parcs nationaux américains. C'est vraiment étrange. Et on va aller lire cet article de Gaïa ensemble qui nous parle de cette situation-là, justement. Il y a un nombre surprenant de disparitions mystérieuses dans certains points chauds aux États-Unis, en particulier dans les parcs nationaux. Malgré ce thème récurrent, le National Park Service ne tient pas de registre des personnes disparues, ce qui conduit un homme à enquêter plus avant. Depuis qu'il a pris sa retraite de San Jose en Californie du département de police, David Polides a consacré sa vie à la recherche de cas de personnes disparues non résolues dans un projet qu'il appelle Missing 411. Ses efforts ont produit 7 livres d'histoire, un document et une carte des disparitions groupées aux États-Unis. Bien qu'il hésite encore à spéculer sur ce qu'il pense être à l'origine des disparitions inexpliquées dans les parcs nationaux, Polids dit qu'il pense que les agences gouvernementales peuvent cacher des informations ou nier le fait qu'il se passe quelque chose de vraiment étrange. Il y a quelques années, une disparition inexpliquée dans un parc national a fait la une des journaux lorsqu'un homme est arrivé de l'autre côté du pays, une semaine après sa disparition, ignorant comment il y était arrivé. Heureusement, il est sorti de là indemne, mais avec une chaîne d'événements déroutantes qui l'a amené du nord de l'État de New York au nord de la Californie. Danny Philippis, un capitaine du service d'incendie de Toronto âgé de 49 ans, était en voyage de ski annuel avec ses collègues de Lake Placid, New York. Après une journée de ski à Whiteface Mountain, Philippidis a dit à ses amis qu'il allait faire une dernière descente et les rencontrer plus tard. Mais il est vite devenu évident que Philippidis avait disparu, malgré ses chaussures et ses vêtements restés dans le lodge et sa voiture dans le parking. Incapable de contacter ou de le contacter par son téléphone portable, ses amis et sa famille ont signalé sa disparition à la police, incitant une équipe de recherche à peigner la montagne et ses environs pendant les 6 jours qui ont suivi. Après 7000 heures de recherche d'hommes et de sauvetage et de recherche en hélicoptère, en motoneige, à chercher partout dans la montagne et avec l'aide de plusieurs bénévoles à le chercher en creusant dans la neige, Philippidis est arrivé à Sacramento à 2900 milles de là et ignorant comment il y était arrivé, à part de vagues souvenirs de dormir dans une grande plateforme dans un camion. Il portait toujours la même tenue de ski, y compris son casque et ses lunettes. Quand on l'a retrouvé, il avait acheté un téléphone portable et s'est fait couper les cheveux. Philippidis a disparu du parc Adirondack, l'un des 30 points chauds pour les disparitions étranges identifiées par le fameux retraité en question, Polids. Dans ces points chauds, sont des parcs protégés par l'État ou le pays où les gens disparaissent régulièrement dans des conditions douteuses. Prenant note de cela il y a quelques années, Polids a déposé une enquête auprès du National Park Service demandant une liste des personnes disparues dans tous les parcs nationaux du pays. Il savait que le service du parc a une branche d'application de la loi formée par le fédéral et familière avec les protocoles standards de tout service de police, ce qui signifie qu'il devrait avoir des dossiers des personnes disparues sous leur juridiction. Bien qu'il n'ait pas eu à fournir de motifs pour une demande, Polids a été interrogé par un avocat du service des parcs pour savoir pourquoi il souhaitait obtenir un dossier de personnes disparues. On lui a dit qu'il obtiendrait l'information malgré tout, mais qu'il voulait juste savoir pourquoi. Mais quand il a dit qu'il ne faisait que de la recherche, on lui a dit qu'il n'existait pas un tel dossier. Quand il a reculé, demandant ce qu'il faudrait pour obtenir une telle liste,
On lui a dit qu'il devrait payer 1,4 million de dollars pour une liste nationale complète ou 34 000 dollars pour le parc Yosemite seulement. L'intérêt de Pollids pour le sujet a d'abord été déclenché par une conversation qu'il dit avoir eue avec 2 gardes de parc en dehors de leur service. Les gardes forestiers lui ont dit qu'il y avait une multitude de disparitions étranges dans les parcs nationaux, impliquant que le service du parc couvrait son incapacité à les expliquer. On ne consacrait pas une quantité appropriée d'énergie à les enquêter. Les Rangers lui ont parlé de certaines circonstances étranges entourant les disparitions, y compris la découverte récurrente des vêtements soigneusement placés de ceux qui ont disparu. Le Rangers m'a décrit, si vous étiez debout et que vous aviez simplement mis votre pantalon et que vous étiez fondu directement dans votre pantalon, c'est à ce à quoi ressemblaient pour lui ces disparitions. Le pantalon était étendu sur le sol en un tas très éloigné, a déclaré Pollids. Depuis lors, Pollids a écrit 7 livres dans sa série Missing 411 qui détaille des disparitions inhabituelles. Ces cas impliquent souvent de jeunes enfants disparaissant un peu de temps, disparition hors caractère et des scénarios ostensiblement paranormaux. Le phénomène Missing 411 est devenu si populaire qu'il a son propre subreddit de 14 000 membres, un forum en ligne où les gens discutent de différents cas, partagent leur expérience personnelle et débattent de la validité de diverses théories. Quant au cas de Danny Philippidis, il peut s'agir simplement d'une commotion cérébrale qui a entraîné un voyage accidentel en autostop à travers le pays avant qu'il ne se réveille d'un état de délire. Une explication quelque peu normale, mais néanmoins bizarre. Mais Pollids dit qu'il y a pas mal de cas comme ceux-ci dans les Adirondacks, avec des circonstances moins claires et moins de fins heureuses. Et les Adirondacks ne sont qu'un des nombreux parcs du pays qui ont des histoires de disparition similaires. L'une des histoires les plus étranges qui est souvent évoquée dans ce contexte est la disparition de Dennis Martin dans le parc national de Great Smoky Mountain. Le 14 juin 1969, Martin sortait avec sa famille jouer à Spencefield, une prairie de montagne sur le sentier des Appalaches entre la Caroline du Nord et le Tennessee. Tout en jouant avec son frère de 9 ans, une autre famille est venue, demandant si leur garçon pouvait jouer avec les Martin. Curieusement, cette famille a dit que son nom de famille était aussi Martin. Alors que les 2 enfants des familles Martin jouaient à la cache-cache, le père de Dennis a regardé son fils jusqu'à ce qu'il se cache dans les buissons pendant quelques minutes. Il ne savait pas que ce serait la dernière fois qu'il verrait son fils. Selon Pollids, un autre homme, Harold Kay et sa famille faisaient de la randonnée dans la région vers la même heure, 16h30, quand ils ont entendu un cri fort et vraiment déroutant. Son fils a fait remarquer à son père qu'il pensait avoir vu un ours courir à travers les bois, mais son père a dit que la silhouette ressemblait plus à un grand homme robuste, essayant de rester caché dans la brousse. En apprenant la disparition de Dennis Martin le lendemain, qui a rapporté que sa famille avait vu un homme négligé courir dans les bois, bien que le FBI l'ait rejeté en disant qu'il était trop loin pour établir un lien. Finalement, les bérets verts de l'armée ont été amenés pour peigner la zone, ne trouvant aucune preuve ou présence du garçon. Mais Pollids a dit qu'il y avait quelque chose d'étrange dans leur effort de recherche. Ils ont agi de manière autonome, ne discutant pas avec le FBI ou les forces de l'ordre locales, et étaient lourdement armés, comme s'ils s'attendaient à une confrontation sérieuse. Mais ils n'ont rien trouvé. Des décennies se sont écoulées et les Martins ont cessé de parler publiquement ou au public de la disparition de leur fils, jusqu'à ce qu'un jour, Pollids appelle froidement ou cogne froidement à leur porte, le même endroit où ils vivaient depuis la disparition de Dennis. Au début, Martin ne voulait pas en parler, mais Pollids l'a convaincu, lui disant qu'il avait consacré sa vie à étudier une myriade de cas comme celui de Dennis. Martin a déclaré à Pollids que les agences de presse locales n'avaient pas rapporté un fait significatif, qui a déclaré au FBI que le personnage qu'il avait vu courir dans les bois ce jour-là avait quelque chose en bandoulière. Il a également évoqué le fait qu'il y a eu 12 autres disparitions dans cette zone depuis celle de son fils, avec un seul agent du FBI affecté à toutes ces causes, jusqu'à ce que cet agent se suicide un jour pour des raisons inconnues. Pollids a déposé une demande auprès des autorités pour obtenir toutes les informations qu'il pouvait sur l'enquête de cet agent, qu'il a finalement obtenue.
Dans ces dossiers, il n'y avait aucune mention de l'observation de la famille Kay. Une omission bizarre, pour le moins. Selon Politz, le National Park Service connaît des hommes sauvages qui vivent hors réseau dans les bois des Appalaches et d'autres forêts du pays. Ces gens sauvages se revêtent de peaux d'animaux, d'où la confusion du garçon d'avoir vu un ours. Des récits similaires ont été rapportés dans des endroits comme la Louisiane, où un chasseur a rencontré un jour ce qu'il appelle ou appelait un homme ou un humain sauvage. Il pensait que ces humains sauvages pouvaient être interprétés à tort comme le Bigfoot mythologique, un cryptide que Politz a justement consacré beaucoup de temps à la recherche. Les rapports de rencontres avec des sans-abri ou des transitoires sur le sentier des Appalaches ne sont pas rares non plus, bien que ce soit généralement des réunions ou des rencontres bénignes. Les conditions y sont si inhospitalières que les vagabonds sont généralement à la recherche de nourriture ou d'un endroit chaud pour dormir. Malheureusement, l'affaire de Dennis Martin restera probablement non résolue, en plus d'innombrables autres que Politz a documentées sans relâche. Pourrait-il y avoir une quelconque validité à l'affirmation selon laquelle des humains sauvages ou des sauvages habitent ces forêts, enlevant les gens pour des raisons inconnues? Ou est-ce simplement une légende urbaine racontée autour du feu de camp pour effrayer les inconscients? Dans les deux cas, les événements sont réels et Politz semble croire qu'une dissimulation quelconque est en cours de réalisation par le National Park Service et les autres agences gouvernementales impliquées. Dans l'intervalle, il continue de les documenter, espérant un jour aider au moins une famille des victimes à ce que ces disparitions secrètes dans les parcs nationaux soient résolues. Vraiment intéressant, mais toute une histoire quand même, que cette histoire de disparition dans ces parcs nationaux américains.